déterminer le type de brassage chromosomique chez les diploïdes. شكرا لك أستاذة. الإجابة عن السؤال الأول باش تكون مع الأستاذة سندس شاوش. Merci. Alors, je vais rappeler d'abord que chez la femme, l'appareil reproducteur présente une activité cyclique qui est représentée par les cycles ovariens et les cycles utérins. Alors, je vais passer pour rappeler donc ce cycle ovarien très rapidement. ذكروا سادة المشاهدين كون المادة je vais essayer de voir. Oui, là, au niveau du cycle ovarien, vous constatez que l'ovaire va présenter une activité cyclique qui est représentée par une première phase, c'est la phase folliculaire, qui consiste à la croissance des follicules. Ensuite, il va y avoir une étape durant laquelle il va y avoir la maturation. Pardon, je recommence l'animation. Alors, vous avez là, voilà, je vais essayer de voir la croissance des follicules, c'est la phase folliculaire, et par la suite, il va y avoir une augmentation toujours de la taille de ce follicule. Lorsque ce follicule atteint une taille maximale, alors là, on va constater un phénomène donc, qui est la manifestation donc, de ce cycle ovarien qu'on appelle l'ovulation, qui consiste à la rupture de ce follicule mûr et l'expulsion du gamète femelle donc, dans les voies génitales qui consiste, là, on observe non. Pardon. Non. Voilà, on va observer ce phénomène qu'on appelle l'ovulation qui consiste à la rupture du follicule et l'expulsion du gamète femelle dans les voies génitales, donc rendant possible la fécondation. Ce phénomène est appelé donc l'ovulation. Alors, notre but, c'est d'expliquer le mécanisme de l'ovulation. Alors, ce mécanisme de l'ovulation, il va être déclenché par une régulation hormonale. Alors, je rappelle, durant le cycle, vous avez donc une étape durant laquelle vous avez la phase folliculaire qui consiste à la croissance folliculaire, mais je rappelle d'abord que le complexe hypothalamo-hypophysaire va contrôler ce cycle ovarien et il va y avoir une libération d'une neurohormone qu'on appelle la GnRH qui va stimuler l'hypophyse antérieure, qui va sécréter des gonadostimulines, lesquelles gonadostimulines vont directement contrôler le cycle ovarien. Alors, durant ce cycle, on va observer bien que vous avez une augmentation du taux essentiellement de FSH et de LH qui vont stimuler au niveau de l'ovaire la croissance des follicules et la stimulation de la sécrétion d'une hormone qu'on appelle l'œstrogène. Alors, durant cette phase folliculaire, notre follicule, donc, il va atteindre une taille donc, de maturation et à ce moment-là, il va sécréter une quantité importante d'œstrogène et cette quantité d'œstrogène libérée, elle va permettre de déclencher l'ovulation par le fait qu'on va observer là une augmentation du taux de LH et de FSH sous forme, je continue, voilà, de pic de sécrétion et vous observez bien que ce pic essentiellement de LH et de FSH va déclencher donc ce phénomène que nous avons appelé l'ovulation. Par la suite, il va y avoir la transformation du follicule rompu en corps jaune et ce corps jaune va continuer sa sécrétion donc en oestrogène et l'apparition d'une deuxième hormone qu'on appelle la progestérone. Alors je reviens à la question posée, c'est
déterminer le mécanisme hormonal de l'ovulation. Alors, durant ce cycle-là, on va constater qu'il va y avoir là, donc on va constater que durant, voilà, vous observez la phase folliculaire, par la suite, l'ovulation est caractérisée vers la fin de la phase folliculaire, là, d'une augmentation du taux d'œstrogène libéré par le follicule dominant qui va exercer un rétrocontrôle positif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Donc, essentiellement là, vous observez la sécrétion du pic de LH et de FSH qui va permettre de déclencher le phénomène de l'ovulation et la libération du follicule, de l'ovocyte 2 dans les voies génitales. Donc, ce mécanisme est bien hormonal qui est représenté par ce rétrocontrôle positif exercé par la forte dose d'ostradiol sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Voilà. Donc, concernant la deuxième partie de la question, pour le cycle utérin, je laisse Madame Géoui donc expliquer ceci pour vous. مدام جوي تفضل الإجابة على الجزء الثاني من السؤال. Madame Cheouch avait parlé d'un cycle ovarien et d'un cycle utérin. Bon, moi je vais parler donc du cycle utérin qui est un cycle contrôlé par les hormones ovariennes. Alors comme vous voyez ici, donc on va premièrement suivre l'évolution de l'endomètre sous l'effet des hormones ovariennes. Donc en phase folliculaire, en phase folliculaire, vous avez les hormones donc ovariennes, les œstrogènes, qui augmentent et qui vont stimuler donc vers. Alors là, c'est le début donc de la menstruation, qui vont stimuler le développement de l'endomètre, donc cette muqueuse utérine. Voilà, vous voyez l'épaississement. Alors là, vous avez donc l'augmentation des hormones. Les œstrogènes donc stimulent le développement et le préparent à l'action d'une deuxième hormone ovarienne, la progestérone, et vers le 21e jour, vous avez le maximum du développement de la dentelle utérine, vous voyez là, d'accord? Alors maintenant, vers la fin du cycle, il y a une chute des hormones ovariennes accompagnée donc par un écoulement sanguin. Alors je vais reprendre. Donc au début du cycle, donc l'endomètre est stimulé par les œstrogènes qui donc vont activer la multiplication de ces cellules, donc épaississement de l'endomètre. En phase lutéale, la progestérone va accentuer donc, le travail fait par les œstrogènes. Vers le 21e jour de la deuxième partie du cycle, on va arriver au stade donc, de la dentelle utérine. Alors, ces hormones sont produites en phase folliculaire par le corps jaune. Alors, s'il n'y a pas fécondation, donc le corps jaune, vous allez donc le voir, va régresser. Donc, la régression du corps jaune est donc suivie par une chute des hormones ovariennes et la privation donc hormonale donc des hormones ovariennes est à l'origine de la destruction de l'endomètre. Alors pourquoi il y a régression du corps jaune? Parce que vous avez donc ici une baisse, comme l'avait dit Madame Cheouch, il y a un contrôle donc par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc les hormones ovariennes exercent un rétrocontrôle négatif, surtout par la progestérone en phase lutéale. Donc ce rétrocontrôle négatif va bloquer la sécrétion donc, des gonadostimulines, surtout la LH. Donc le corps jaune va régresser et la régression des corps jaunes donc, va donner une chute des hormones ovariennes. La chute des hormones ovariennes est la conséquence donc, de la destruction de cet endomètre, d'où l'écoulement sanguin qui marque donc la fin ou le début donc, d'un cycle sexuel, d'un cycle donc menstruel, puisqu'on parle d'un cycle menstruel marqué par la menstruation. Merci. شكرا لك مدام جاوي. نمشي ونرجعوا لقاعة استقبال المكالمات الهاتفية ومجموعة أخرى من الأسئلة. Alors,
Il y a une question qui revient aussi. Quels sont les mécanismes physiologiques mis en jeu dans le cas du stress? Et quels sont les mécanismes de l'évolution biologique des espèces? شكرا لك مدام. الإجابة على السؤال الأول باش تكون مع مدام شاوش. تفضل مدام، الكلمة لك. مدام شاوش، شكون اللي باش يجاوب على السؤال؟ ما يسالش شكون اللي يجاوب على السؤال الأول؟ Le stress. Bon, le mécanisme du stress. سي محمد التونسي، الكلمة لك. Non, je vais répondre au stress, puisque la première question, c'est le stress. Donc, on va essayer de répondre au mécanisme du stress. Alors, le stress, c'est une réaction. Tout d'abord, le stress, c'est une réaction de l'organisme à des contraintes qui peuvent être physiques ou psychologiques. Des contraintes physiques comme la température, comme le froid, comme le chaud, et des contraintes psychologiques comme les examens, comme un drame, comme l'émotion d'une façon générale peut provoquer donc un stress. Bon, le stress passe généralement par 3 phases. Une première phase dite phase d'alarme, généralement qui est donc très courte. Ensuite, une phase dite phase d'adaptation. Et enfin, une phase où l'individu devient donc habitué au stress et il va y avoir donc à ce moment-là apparition donc voilà, donc le stimulus stressant donc agit sur les organes de sens. Alors ces organes de sens vont stimuler le centre nerveux, donc le cortex cérébral. Le cortex cérébral va envoyer d'une part un message nerveux vers donc la moelle épinière, et la moelle épinière, par l'intermédiaire des fibres orthosympathiques, va donc provoquer des réactions motrices et comportementales. Ensuite, toujours le cortex cérébral, par l'intermédiaire donc de voies nerveuses, va agir sur l'hypothalamus, sur le système limbique, qui agit sur l'hypothalamus. Et l'hypothalamus est un centre intégrateur des messages nerveux et hormonaux, va agir alors sur plusieurs organes. Alors ces organes donc sont tout d'abord la moelle épinière, ensuite il va agir sur les ganglions sympathiques qui libèrent la noradrénaline. Alors cette noradrénaline va agir sur les organes cibles comme le cœur, le poumon, le foie, les muscles et les vaisseaux sanguins. Au niveau donc du foie, il va y avoir libération du glucose, donc contraction du muscle, augmentation de la pression artérielle. Il va y avoir aussi, par l'intermédiaire toujours des fibres sympathiques, stimulation de la médullo-surrénale qui libère l'adrénaline, hormone dont on vient de parler tout à l'heure. Alors cette hormone-là va agir donc sur les organes cibles qui sont toujours le cœur, le vaisseau sanguin, le foie et ainsi de suite. Alors l'hypothalamus va stimuler aussi l'hypophyse qui, par l'intermédiaire d'une neurohormone donc, et cette hypophyse va libérer d'une part l'ACTH, d'autre part donc l'ACTH va agir sur la cortico-surrénale qui va libérer donc le cortisol. Alors, le cortisol va agir sur les mêmes organes cibles. D'accord? Alors, toujours l'hypophyse va libérer la TSH qui stimule la thyroïde. Voilà, la thyroïde va libérer la thyroxine et la thyroxine va agir sur les mêmes organes cibles. Alors, vous voyez donc ce mécanisme de stress, il met donc en jeu des voies nerveuses et des glandes endocrines donc, qui font que l'organisme va réagir aux facteurs stressants donc pour faire face à ce facteur stressant. شكرا لك سي محمد التونسي. فما سؤال مازلنا ما جاوبنيش عليه هكا ولا مدام شاوش؟ Donc concernant normalement c'est à partir des résultats de croisement. Donc comment peut-on déterminer le type de brassage chromosomique? Voilà. Donc je vais passer pour répondre à cette question. Donc le brassage de l'information génétique, comme vous le savez, donc a lieu pendant la reproduction donc sexuée, durant donc qui est due à la méiose d'une part et d'autre part à la fécondation. Alors je vais expliquer le brassage qui est dû à la méiose, donc qui peut être soit le brassage interchromosomique qui est réalisé en anaphase 1 et donc je vais expliquer là par l'animation. Vous observez au cours de la prophase il y a l'appariement des chromosomes homologues et par la suite on va observer durant l'anaphase 1, il y a eu une ségrégation des chromosomes homologues. D'accord? Donc, concernant cette cellule, vous observez qu'il y a donc en tout 2 n égale 4 chromosomes. Ça veut dire qu'il y a 2 paires de chromosomes homologues et il va y avoir la séparation dans chaque pôle d'un
d'un nombre, donc n égale 2 chromosomes qui sont fissurés. Alors, le brassage chromosomique consiste à observer durant les meioses, il peut y avoir soit cette combinaison donc, de répartition de ces chromosomes, soit une autre possibilité qu'on observe là. Alors, vous constatez la différence là, c'est que vous observez que là, dans ce pôle, il y a des chromosomes qui sont d'origine parentaux. Et de l'autre côté, ce sera par exemple là, je peux dire maternel, et là, c'est paternel. Par contre, on a une chance sur 2, donc on peut observer, voilà, donc merci. Et donc d'autre part, je peux observer dans l'autre exemple, là, c'est qu'il y a donc des chromosomes qui sont recombinés. D'accord? Vous l'observez, là aussi, des chromosomes recombinés. Donc là, l'intérêt de ce type de brassage, c'est de produire des gamètes qui sont recombinés et d'autre part, des gamètes qui vont être parentaux. D'accord? Alors, on peut passer maintenant à l'autre type de brassage chromosomique. Alors, qui est dû à la meiose, c'est le brassage intrachromosomique et qui va se réaliser au cours de la prophase 1. Alors, vous constatez là qu'au cours de la prophase 1, l'appariement de ces chromosomes homologues va accidentellement présenter une zone de contact entre les chromatides lanceurs. Donc, la conséquence de ce phénomène va engendrer un échange de fragments de chromatides et on va observer, c'est le crossing over, on va observer, voilà, bon, je laisse l'animation terminer, on va observer dans ce cas des chromosomes qui sont appelés des chromosomes recombinés et qui vont être à l'origine de la diversité des gamètes. Donc, c'est un brassage allélique. Donc, à la fin de la meiose, je peux observer soit donc ce type de gamètes qui sont parentaux ainsi que l'autre. D'autre part, des gamètes qui vont être recombinés. Mais là, ces gamètes qui sont recombinés ne peuvent être présentes qu'à la suite de ce phénomène que nous avons appelé crossing over. Et donc, selon le nombre de meioses qui se déroulent avec crossing over, qui est un pourcentage qui est donc faible par rapport au nombre de meioses qui se déroulent sans crossing over, l'individu est capable de produire 4 types de gamètes qui ne vont pas être équiprobables. Et on va constater qu'il va y avoir une diversité donc, de ces gamètes, donc qui sont représentés ainsi. Donc on va constater que si je considère la transmission de 2 gènes, que je considère là par grand A, petit a, grand B, petit b, avec je considère le cas d'une dominance absolue pour l'allèle grand A par rapport à petit a et grand B par rapport à petit b, donc on réalise un type de croisement, par exemple, parent de lignée pure de phénotype grand A, petit b, avec le parent P2, petit a, grand B, l'individu hybride, donc au niveau de la F1 qui sont 100% donc dominant de phénotype au grand A, grand B. Donc, la question qu'on se pose là, c'est que donc, on a affaire soit à un type de brassage interchromosomique, c'est-à-dire si on considère le premier cas, les 2 gènes sont indépendants parce qu'on considère que chaque gène va occuper un locus au niveau d'une paire de chromosomes homologues et dans ce cas, les 2 gènes qui vont être brassés donc, vont permettre chez l'individu hybride là, de phénotype grand A, grand B et de génotype, comme vous le voyez là, grand A, petit a, grand B, petit b, de fournir 4 types de gamètes qui vont être équiprobables. Par contre, si je considère le cas du brassage intrachromosomique, ça veut dire les 2 gènes vont être situés au niveau du même chromosome, on parle d'un brassage intrachromosomique et le génotype de l'hybride va être différent malgré qu'on observe le même type de phénotype là. Et l'individu, selon le nombre de meioses avec crossing over, il est capable de produire ces gamètes qui sont recombinés, grand A, grand B, petit a, petit b. Alors que les gamètes parentaux vont être supérieurs à ces gamètes. Alors, je peux passer là.
un exemple là de croisement où on va constater que à partir toujours de la transmission de ces deux gènes, avec le cas de dominance, l'individu hybride là, donc de phénotype grand A, grand B, il est capable de produire combien de types de gamètes? Alors, à partir de ce type de croisement, on a là un exemple de croisement qu'on appelle le test cross, où on va croiser, je rappelle ce test cross, c'est le croisement d'un hybride, donc double hétérozygote avec un individu, donc homozygote récessif. On a obtenu ces proportions et ces 4 phénotypes. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là? Que ces proportions ne sont pas équiprobables. Donc, je compare là, vous observez, par rapport à ce qu'on a étudié dans le cas de deux gènes qui sont indépendants ou bien de deux gènes qui sont liés, on va pouvoir déterminer là le génotype de l'individu hybride, d'accord? Donc, si normalement c'était le cas de deux gènes qui sont indépendants, cet hybride, il doit produire 4 types de gamètes, comme vous le voyez là, qui sont équiprobables et qui s'expriment dans les phénotypes, parce que cet individu ne peut produire qu'un seul type de gamète, petit a, petit b, et dans ce cas, les proportions doivent être équiprobables. Or, on remarque qu'on observe là des proportions pratiquement les mêmes, et deux autres aussi, mais celles-là, donc, ces proportions sont nettement supérieures aux autres. Ça veut dire que ça, ce sont les phénotypes qui sont parentaux, alors que l'autre, les deux là, ce sont les phénotypes recombinés. Et par conséquent, l'individu, donc hybride, ça sera deux génotypes qui concernent le deuxième cas qu'on vient d'étudier. Ça veut dire qu'avec les myoses sans crossing over, il va donner que des gamètes qui sont parentaux, et avec les myoses qui se déroulent avec crossing over, il est capable de produire ces 4 types de gamètes, d'où l'ensemble va donner 4 types de gamètes avec P, les gamètes recombinés. D'où, donc, au niveau des phénotypes là, on va observer que les phénotypes P, pour nous, ça sera ce nombre sur le nombre total. D'accord? Donc, j'espère que ce résultat a donc bien répondu à la question qui est posée. Donc, on peut étudier d'autres cas, mais donc je crois que الوقت ما عادش بكري مدام شاوي. شكرا لك على كل التوضيحات، على كل ان شاء الله يقولوا التلامذه استفادوا من كل ما قدمناه اليوم من توضيحات. تبقى كلمه الختام مع الاستاذ محمد التونسي بعجاله استاذ. Ok. Bon, on constate que la séance a été vraiment très courte pour nous, donc on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Quand même, je vous souhaite une bonne révision et un bon travail. شكرا لك استاذ. شكر خاص لكل الاساتذه اللي حضروا معنا اليوم سواء في الاستوديو او في قاعه استقبال المكالمات الهاتفيه، كذلك متفقد الماده والاستاذ المنسق في الاعلاميه اليوم. شكرا لكم انتم كذلك على متابعتنا. ما تنساوش اللي ماده يوم غد هي ماده الجغرافيا، وارقام الهواتف موضوع على ذمتكم قبل بساعه من انطلاق البث يبدا 5 ل 4 متاع العشيه. تلقاو 71 800 814 على ذمتكم، كذلك 71 280 089. شكرا لكم على متابعتنا مره اخرى والى اللقاء.